Salut à tous, c'est le joueur du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les règles du jeu Black Rose War Renaissance, un jeu fait par Ludus Magnus et édité en français par Intrafin. Il s'agit d'un jeu d'affrontement dans lequel on va retrouver des mécaniques de deck building et de majorité. Les joueurs vont incarner le rôle de mage et ils vont s'affronter dans un vaste espace de jeu qu'on appelle la loge. Allez, c'est parti d'abord avec la mise en place. Alors tout d'abord, on va commencer par installer l'espace de jeu qui est la loge. Alors pour créer la loge, on va regarder dans le manuel à la page 42 pour une partie à 2 et 3 joueurs. Donc on va devoir reproduire avec des tuiles ce schéma à 2 joueurs, ce schéma à 3 joueurs. Et puis si on est à 4 joueurs, c'est à notre endroit. Ça commence bien, c'est à la page 8, ici, là. En fait, on va avoir le même nombre de tuiles, mais ce qui va changer, c'est la disposition des cellules, c'est-à-dire des espaces de départ de chaque joueur. Donc, je vous reviens dans quelques secondes, une fois que j'ai installé le plateau. Alors, voilà ce que ça donne quand on a installé l'espace de jeu qui s'appelle la loge. Je n'ai pas encore installé les cellules des joueurs, je le ferai par la suite, puisque là, je vais présenter une partie en mode 2 joueurs avec un avatar. Alors, une fois qu'on a installé la loge, on va installer la bibliothèque, c'est-à-dire les cartes de sorts. Alors moi, je vous prends les six écoles de magie de base. Donc, il y a chamanisme, agonie, cauchemar, technomancie, sortilège, alchimie. Voilà, ça c'est la bibliothèque. Et après, il y a les sorts oubliés qui ne font pas partie de la bibliothèque. Donc, quand dans le jeu, on vous parle de bibliothèque, c'est les écoles de magie qui sont en jeu, mais pas les sorts oubliés. Donc, on va les disposer sur un coin de table. Donc, je vais essayer de les mettre ici parce que, attention, c'est un jeu qui prend énormément de place. Donc, je mets les cartes, les éléments de chaque école de magie, c'est-à-dire la petite plaquette pour chaque école, et puis les sorts oubliés que je vais mettre un petit peu au-dessus. Une fois qu'on a disposé les cartes de référence des écoles de magie qu'on va utiliser pour le jeu, on va placer les cartes de chacune des écoles de magie, donc les cartes de sort, sur ces cartes de référence. Donc par exemple, ici, on a l'école de l'alchimie, on reconnaît ici grâce à cette petite icône. On va positionner face cachée sur l'alchimie. Et on va faire de même avec chacune des écoles. Une fois qu'on a fini de mettre les cartes de sorts sur chacune des écoles de magie correspondantes, on n'oublie pas aussi de mettre les sorts oubliés au-dessus de la bibliothèque, face cachée également. Ensuite, on va mettre en place le plateau dit de pouvoir, qu'on pourrait aussi appeler le plateau de scoring. On va le mettre à côté. On va positionner sur ce plateau 3 petits cubes à certains endroits. Donc on va positionner le cube gris sur ici l'étoile grise 6 points. On va positionner le cube doré sur l'étoile dorée 18 points. Donc il y a des encavures pour ça. Et puis le cube noir sur ici l'étoile un peu noire grise qui m'indique 30 points. En fait, à quoi ils servent ces cubes? Eh bien, le cube noir, il va déclencher, c'est lui qui va déclencher la fin de partie. Et puis, les autres cubes, ils vont déclencher, on va dire, les différentes, comment dirais-je, les différentes époques du jeu, en quelque sorte. Parce que c'est un jeu, on va dire, qui va se dérouler en 3 grandes périodes. D'abord avec la petite lune, puis ensuite la demi-lune, et en fait la pleine lune. Et donc, ça va un peu rythmer la partie, puisque chaque fois, le premier à atteindre ce score, il va déclencher le changement de lune. Et en fait, chaque fois, on va changer certaines cartes certaines cartes comme les cartes quêtes ou comme les cartes de l'avatar par exemple, qui vont se modifier. Alors, vous pouvez voir également que sur ce plateau, il y a des emplacements de cartes. Donc, on va mettre ici les cartes malédiction. On va positionner ici les cartes amélioration. On va positionner ici les cartes évocation. Et puis, on va positionner ici les cartes quêtes. Mais attention, justement, les cartes quêtes, elles sont de 3 types, avec le symbole de la ligne qui diffère. Donc, au début de la partie, on va utiliser les cartes avec cette petite lune, pas la demi-lune. Donc, premier âge, on va dire, ça va être les cartes quêtes avec la lune la moins visible. On va positionner ici. Puis, pour la demi-lune, les cartes comme ça, c'est des cartes quêtes demi-lune. Et puis ensuite, pour la pleine lune, on va s'en servir plus tard. Donc,
quand on va franchir en haut ici le cube gris, le premier joueur à atteindre le cube gris, il va provoquer le changement de carte quête. Et puis le premier joueur à atteindre le cube doré, là, en termes de points, il va provoquer le changement de carte. On va passer sur des quêtes pleine lune. Donc pour le moment, on ne s'en sert pas. On va le mettre ici, à côté. On va également en profiter pour mettre le jeton de scoring de la rose noire sur la lune qui est ici. Ensuite, on va installer le plateau événement. Alors pour installer le plateau événement, on va utiliser des cartes évidemment événements, mais ça va dépendre. Si on joue en multijoueur, on va installer ce type de carte. Si on joue avec un avatar, enfin, on peut jouer aussi en multijoueur avec un avatar, c'est pas le problème, mais si un avatar, on va plutôt utiliser ce type de carte. Et moi, dans la partie, dans les règles que je vous expliquer, comme je vais aussi vous expliquer le fonctionnement de l'avatar, je vais mettre en place ces cartes événements. Donc, pour les mettre en place, ben pareil que pour les quêtes, ce qu'on va faire déjà, on va prendre uniquement les cartes avec la lune la moins visible. Donc le petit croissant de lune, ici, voilà, hop, c'est ces cartes-là. Les autres, c'est-à-dire demi-lune et pleine lune, elles vont être utilisées plus tard selon le même principe là, que j'ai expliqué précédemment. Donc on va mettre ça sur le côté. Les cartes qui vont être utilisées, je les mélange. Qui vont être immédiatement utilisées, je les mélange et je les pose ici. Ensuite, je vais positionner les cubes de la rose noire dans l'espace cube de la rose noire qui va être ici. Ensuite, chaque joueur va choisir une couleur et un mage. Alors pour la couleur, c'est-à-dire un plateau, tous les éléments qu'il y a ici donnés par ce trait, et puis une cellule. Pour le mage, ça veut dire une petite carte de mage et la figurine. La petite carte de mage, il va la placer dans l'encart qui est prévu ici. Sa figurine de mage, il va la clipser avec ici cet élément-là. Il faut qu'il y ait, vous voyez, la tête du mage dessinée. Ça signifie un mage. Il le clipse. Ensuite, il va prendre ces deux jetons d'action physique et il va les mettre sur son plateau. Puis il va prendre son marqueur de score, là ici recto, verso, quand il dépasse les plus de 35 points, et il va le mettre sur le plateau de scoring, c'est-à-dire qu'il appelle plateau de pouvoir. Hop. Au même endroit qu'on avait positionné celui de le jeton de scoring de la rose noire, là-bas, au bout de mon doigt. Donc, comme ceci. Chaque joueur va également prendre l'ensemble de ses jetons de trophées. Alors les jetons de trophées, on les reconnaît parce qu'il y a un petit trophée dessus, une petite coupe. Voilà, donc il les prend tous. Alors ça n'est pas. Ça, c'est jetons piège. Et de l'autre côté, c'est jetons protection. Donc, on les prend tous. Et on va les mettre dans l'espace qui est destiné à les accueillir, c'est-à-dire ici sur le plateau événement. Hop, comme ceci. Je regarde ici s'il m'en reste ou pas. Non, j'en ai pas d'autres. Ok, ah, j'en ai d'autres qui sont tombés. Ici, ça me semblait aussi... ça me semblait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà, le joueur bleu ferait exactement la même chose. Une fois qu'on a fait ça, on va mélanger face cachée les cellules de départ des joueurs en jeu. Donc ici, le bleu et le rouge. On va les mélanger et les positionner dans la loge aux endroits indiqués par la règle à la page 42. Donc ici, on fait une partie à 2 joueurs humains plus l'automa. Donc c'est comme si on faisait une partie à 3 joueurs. Ici. Et puis, donc là, moi, je vais partir du principe que je vais positionner, pour une question de place, l'automa ici. Et donc les autres joueurs, là, comme ceci. Donc c'est parti, je mélange. Et je vais mettre une pièce, donc une cellule, pardon, ici. Et l'autre, là-bas. Une fois qu'on a fait ça, les joueurs vont prendre les sorts personnels des mages qu'ils ont choisis. Donc ça va être 3 cartes de sorts ici pour ce mage, pour Ariana. Et puis ces 3 cartes pour le baron Doria. Donc les joueurs se prennent ces cartes ici et là. Ensuite, les joueurs vont se choisir une école de magie de départ. Et là, je vais vous conseiller, en fonction du mage que vous avez choisi, de regarder un petit peu
ce qu'il est écrit sur les sorts personnels, ça va vous aider à choisir une école de magie quand on n'a pas l'habitude, qui est bien adaptée, au sort personnel du mage choisi. Donc par exemple pour Ariana, une école qui lui va bien, c'est l'école de technomancie, alors que pour le baron Doria, une école qui lui va bien, c'est l'école de cauchemar. Pourquoi? Parce que c'est, hop, ça focus mal ici. Ces cartes de sort personnel fonctionnent bien avec l'école de magie de cauchemar. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir une école de magie? Si on prend le cas par exemple d'Ariana, donc si je choisis l'école de magie Technomancie parce que je pense que c'est la meilleure pour commencer avec Ariana, eh bien je vais prendre la carte de référence de la technomancie, hein, c'est pareil pour toutes les écoles de magie, et le joueur va choisir soit les cartes qu'il y a soit en haut, soit en bas, et va se constituer un set de départ, un petit set de départ. Donc imaginons que je choisisse de partir sur création plutôt que sur Thanatos. Je vais chercher ces cartes dans le deck, donc genèse protéiforme, liquide vivant, sang acide, injection cinétique, injection revigorante, endoctrinement. Donc ces cartes le sont en plusieurs exemplaires dans le paquet de technomancie. Je vais en prendre un seul exemplaire de façon à avoir 6 cartes dans mon deck de départ. Donc, on prend tout simplement le paquet et puis on les cherche. Donc là par exemple, sans acide, j'ai 100 acide, etc. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous reviens. Donc ça y est, j'ai les 6 cartes, elles sont ici, ok. Donc je les mets à côté de moi. Les autres cartes qui me restent, enfin toutes les autres cartes de l'école de magie, de technomancie, je les mélange bien. Je les mélange. Et je vais les mettre sur la carte référence technomancie. Et puis je remets l'école de magie ici dans la bibliothèque. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc 6 cartes en main. J'ai mes cartes, 3 cartes de sort personnel. Je vais prendre, c'est les mêmes, hein, les cartes de sort personnel. Je vais en prendre une que je vais mettre parmi les 6 cartes de l'école de magie que j'ai choisi. Ça, je le mets à côté. Je m'en servirai plus tard. En fait, ces cartes, elles vont venir dans ma main chaque fois qu'on va changer de lune. Au début, croissant de lune, on en a une. Quand on va atteindre le niveau là de demi-lune, on va mettre une deuxième carte dans notre paquet, enfin en fait dans notre main. Et quand on va atteindre la pleine lune, là, le niveau doré, on va mettre la troisième carte dans sa main. Et en fait, on jouera avec les 3 cartes du sort personnel. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est plus tard. Donc pour le moment, elles ne sont pas dans le jeu. On peut les mettre ici à côté. Et on fait gaffe parce que souvent, on risque de les oublier. Moi, je sais que souvent, j'oublie de les intégrer. Hein, parce qu'on est en train de réfléchir. Quand quelqu'un arrive au score minimum pour changer de lune, on est tellement concentré qu'on en oublie de mettre ces nouvelles cartes, alors que ça peut être super important parce que ça peut aider à être beaucoup plus efficace. Donc en tout cas, au départ, on a donc 7 cartes, 6 plus le sort personnel. On mélange bien. On mélange bien. On met ces cartes dans sa pioche qu'on appelle dans ce jeu le grimoire. Et le grimoire, il est ici. Donc je mets ces cartes-là. Et je vais piocher la première carte que je vais mettre à la défausse. C'est qu'on appelle dans ce jeu les souvenirs. Hop. Voilà, donc on commence avec une carte dans sa défausse, c'est normal. Donc je répète la même opération pour le joueur bleu, donc lui il prend cauchemar, je choisis le set épouvantail, donc ça y est, j'ai déjà pris ces 6 cartes, je prends une de ces 3 cartes de sort personnel, je mélange, je mets dans son grimoire, ici, et puis je pioche une carte que je mets dans ses souvenirs, donc c'est un petit peu hors champ, que je mets ici. Et puis évidemment, les autres cartes cauchemar, je les mélange. Et je remets sur la carte référence des cauchemars qui retourne dans la bibliothèque. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner les tuiles pour savoir qui joue où. Alors ici, ça va être le mage bleu, donc le baron Doria. Je mets la figurine dans sa cellule, et donc il va dans sa cellule, et puis donc vous avez compris que du coup Ariana, elle va être en haut, dans la cellule du haut. Voilà, comme ceci. Et donc on va maintenant procéder à la mise en place de l'avatar.
Alors pour mettre en place l'avatar, on va utiliser son plateau avatar. Ici, c'est ça. Son plateau avatar, on va le positionner à l'endroit dans lequel on n'a pas mis de mage, joueur. Donc moi ça va être là. Donc ici, là, comme ceci. Clac, je vais le positionner là. On va mettre, moi j'ai pris l'avatar de base, hein. On va mettre la carte de l'avatar contre lequel on joue. Donc ça c'est l'avatar de base, le mage possédé. On met ici sa petite carte. On voit, nous explique qu'il a 12 points de vie, donc ça je vais le faire de suite. On va utiliser un cube d'un joueur qui ne joue pas et on va le positionner sur le 13e point de façon à indiquer aux joueurs quand ils vont le toucher. Bon, c'est juste un moyen, un mémotechnique et visuel pour savoir quand est-ce qu'il est vaincu, pour s'y retrouver plus facilement. Donc par exemple, je prends le jeton violet, je vais le mettre sur 13. Comme ça, une fois qu'on aura... Ça, c'est pour marquer ses blessures. Une fois qu'il aura pris 12 blessures, qu'il sera vaincu, on le verra de suite parce qu'on verra qu'on ne peut pas mettre d'autres blessures. Donc, on fait comme ceci. Et hop, on le positionne. Donc, j'avais dit ici. Vous voyez, ça prend de la place, hein. Hop, il faut que je recule un peu les... Hop, voilà, ça prend pas mal de place. Donc, il est ici. Et vous avez vu qu'il y a un petit espace là pour mettre des cartes. Alors... L'avatar, il a un petit deck automa. Et là, pareil, on retrouve cette iconographie là des croissants de lune, de bilune, pleine lune. Donc là, ça veut dire qu'on va, comme on est au début de la partie, donc on va commencer avec les cartes avatar du croissant de lune. Donc hop, on prend que les croissants de lune. Voilà, là j'arrive demi-lune. Donc tout ce qui est demi-lune et pleine lune, on va s'en servir, hein, mais on va s'en servir plus tard. On va mettre ça à côté. Les cartes dont je me servirai tout à l'heure, je vais les mettre pour le moment hors jeu. Je vais prendre celle-là qu'on va utiliser de suite. Je les mélange bien. On mélange bien. Et on va positionner sur cet emplacement. Comme ceci. On fait bien attention de laisser de l'espace libre ici. Et puis un espace libre ici. On fait également attention de laisser un espace libre au-dessous du plateau des joueurs, puisque c'est à cet endroit que vont venir les évocations, c'est-à-dire des créatures qu'on va pouvoir invoquer pour combattre pour notre compte. On va aussi laisser un espace ici et un espace là. Une fois qu'on a installé donc le plateau avatar, on termine l'installation de l'avatar en prenant ce petit tray. On a des petits éléments, des petits socles, les petits trophées ici de l'avatar. Donc les petits trophées de l'avatar, on va les mettre tout comme les autres dans la réserve des trophées sur le plateau ici, événement. On va choisir une figurine qui va jouer le rôle de l'avatar pour le match possédé. On va lui adjoindre un petit socle noir. Alors on fait attention, voilà, c'est le socle avec, je ne sais pas si vous voyez, hop, je vais essayer de zoomer, avec le mage dessiné dessus, comme j'avais montré tout à l'heure, vous voyez le mage. Hop, donc ici on le clipse et on va le mettre sur le plateau. Alors lui, il commence dans la salle de la rose noire, c'est-à-dire au centre. On n'oublie pas de donner au hasard le jeton couronne à un des joueurs. On va le donner à Ariana, le joueur rouge. Donc une fois qu'on a terminé la mise en place, voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc moi, je n'ai pas suivi la mise en place qu'ils indiquent dans le manuel de jeu qui est pour 4 joueurs, parce que normalement, il faudrait mettre un des deux plateaux, là, ici, soit le plateau de pouvoir, soit le plateau événement de l'autre côté. Et puis, vous voyez, ils ont une telle forme qu'ils s'emboîtent parfaitement dans les salles. Mais quand on joue avec l'avatar ou à 3, c'est plus compliqué, c'est pas possible. Donc, moi, je vous propose cette mise en place-là. Vous faites bien attention de placer, là, par rapport à la loge, d'avoir placé la salle de la Rose Noire en plein milieu, ici. Et quand on est à 3, la salle du trône, c'est la salle violette qui est juste à côté que je montre. Elle est juste ici, légèrement vers le bas, par rapport à la salle de la Rose Noire. Donc ce qui fait que là, au niveau du centre, vous avez 5 tuiles d'hexagone. Après, sur les côtés, là, 4 et après 3. Et là vont venir se greffer en plus les cellules des mages joueurs et le plateau de l'avatar. Donc voilà pour une mise en place à 2 joueurs avec un avatar. Voilà ce que ça devrait à peu près donner.
Alors, je vais vous expliquer maintenant les phases du jeu. Donc, c'est un jeu qui comporte 6 phases de jeu. Donc, une manche se déroule en 6 phases différentes. On va commencer par la phase de la rose noire. Après, il y aura une phase d'étude, puis une phase de préparation, puis une phase d'action, puis une phase d'évocation et enfin une phase d'entretien. Donc, vous l'avez deviné, on va commencer par la phase de la rose noire. Alors, ça commence très simplement. Qu'est-ce qu'on fait à la phase de la rose noire? Donc, déjà, on va faire glisser tous les événements qui sont en jeu ici. On y fait glisser d'un cran vers la droite. Et du coup, il y en a qui peuvent sortir et aller à la défausse de la pioche événement ici. Alors, évidemment, quand on commence, comme on commence le jeu, on n'a pas à faire ça. Donc, une fois qu'on a fait glisser les événements, ensuite, on va piocher une carte événement. Donc on commence avec la phase de la rose noire. Alors pour commencer, on nous demande de faire glisser les événements qui seraient présents ici d'un cran vers la droite. De cette façon, il peut y avoir des événements qui sortent du jeu qui vont dans la défausse qui est ici. Mais évidemment, quand on commence la partie, il n'y a pas d'événement en jeu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on en tire un. Donc une fois qu'on a fait glisser les événements, on tire un événement et on regarde. Déjà, la première chose, c'est que si jamais il y a une couronne, le, le premier joueur va changer. Donc je vais chercher là, s'il n'y a pas un événement, voilà. Hop. S'il y a une couronne qui est indiquée ici, ça veut dire que le premier joueur change. Ça va être le joueur qui a pioché la carte événement qui devient premier joueur. Alors, parce qu'en fait, celui qui pioche la carte événement, c'est toujours le joueur qui est à la droite du premier joueur, c'est-à-dire le dernier joueur. Donc là, à ce moment-là, c'est le dernier joueur qui deviendrait premier joueur si on a une carte événement avec une couronne. Mais là, dans ce que j'ai tiré tout à l'heure, là, maintenant, à l'instant, il n'y a pas de couronne, donc l'ordre du jeu demeure inchangé et on a pioché ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, déjà, première chose. Ce qui est important de regarder, c'est déjà ici, même avant de, on peut regarder même avant de lire ici, on peut regarder ici dans quelle phase va se jouer cet événement. On me dit dans la phase d'action, donc c'est plus tard. Ça peut être joué immédiatement. Parfois, il y a écrit immédiatement, mais là, c'est plus tard, phase d'action. Et je peux lire ce qui est écrit maintenant. Donc, on me dit, si un mage active une salle jaune ou une salle grise, il gagne un point de victoire. Et la rose noire inflige une blessure à chaque mage qui active une salle jaune ou une salle grise. Donc ça sera pendant la phase d'action. Et on me dit ici combien de points la rose noire gagne quand la carte entre en jeu et combien de points la rose noire gagnera quand elle sortira du jeu, cette carte événement, c'est-à-dire quand elle ira en défausse. Là, c'est 0 et 0, donc OK. Et ensuite, on me dit où est-ce que je dois mettre cette carte dans la rivière les emplacements de cartes événements ici. Donc, on me dit au milieu, donc je vais la mettre au milieu là-bas, comme ceci. Maintenant, à ce moment de la phase de la rose noire, les joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, défausser une carte quête qu'ils auraient en main. Donc au début du jeu, évidemment, ils n'en ont pas en main, mais s'ils le font à ce moment précis de la partie, ils vont mettre la carte quête qu'ils jettent ici, et la rose noire va gagner des points en fonction de la phase lunaire dans laquelle nous nous trouvons. Donc la première phase de croissant de lune, si on jette une quête, ça va donner 1 point à la rose noire. Si on est pendant la phase de la demi-lune, ça va donner 2 points à la rose noire. Si on est pendant la phase de pleine lune, ça va donner 3 points à la rose noire. Ensuite, les joueurs qui n'ont pas de quête vont piocher une quête. Donc c'est le cas de tous les joueurs en début de partie. Donc on pioche une quête ici. On lit la quête, on la retourne, on lit la quête. Et vous voyez, cette quête, on me dit révéler cette carte. Donc il faut que je la révèle de suite. Parce qu'il y a des cartes, on me dit de ne pas les révéler, je les révélerai plus tard. Là, ici, c'est révéler cette carte. Donc je vais la jouer face visible. Et on me dit ce qu'il faut que je fasse pour la remplir. Donc après avoir résolu un effet qui place au moins un cube de stabilité d'instabilité dans une salle, placer un cube sur cette carte. Ok, donc, vous voyez, chaque fois que je vais faire cet objectif, je vais mettre un petit cube de ma couleur ici, et en fait, quand tous les cubes quand tous les emplacements seront recouverts de cubes, j'aurai accompli cette quête, et une fois accompli, je vais pouvoir
quand je le souhaiterai, ce ne sera pas une action, je vais pouvoir faire cet effet et gagner ce point de victoire. Mais pour le moment, au début, évidemment, ce n'est pas le cas. Ça signifie que la carte, je dois la poser dans mon emplacement de carte, dans mon emplacement de quête à accomplir. Donc c'est ici, et là on me dit comme c'était révélé, face visible. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on nous dit que si jamais on dépasse notre nombre autorisé de quêtes en cours, il faut qu'on jette, qu'on défausse le nombre de quêtes qui est en trop. Par exemple, ici pour Ariana, si je vous montre, elle, hop, elle peut avoir au maximum à la fois 2 quêtes à résoudre et 2 quêtes accomplies. Donc, si jamais j'ai 3 quêtes qui sont à accomplir, par exemple ici, là en bas, eh bien, il faudrait que j'en défausse une. Mais à ce moment-là de la phase, si je dois défausser pour cette raison, parce que j'ai trop de quêtes, les quêtes en trop, elles vont aller ici, mais elles ne vont pas rapporter de points à la rose noire, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Elles pourront éventuellement lui rapporter des points en fin de partie. La phase de la rose noire est donc maintenant terminée. On procède maintenant à la phase d'étude. Donc pour la phase d'étude, déjà on commence, on va regarder s'il n'y a pas une carte événement qui doit s'activer, auquel cas ben, on lit et puis on l'active. Mais ce qu'il faut qu'on fasse dans cette phase d'étude, surtout le plus souvent, ce qu'on doit faire tout le temps, c'est piocher 2 cartes de son deck. On pioche 2 cartes de son deck, donc voilà, c'est les cartes avec lesquelles on va jouer. Et ensuite, on va aller piocher 4 cartes dans la bibliothèque. Je rappelle que la bibliothèque, c'est pas les sorts oubliés. On prend pas les sorts oubliés. C'est 4 cartes de la bibliothèque dans n'importe quelle école de magie. Et je peux en piocher plusieurs dans une même école. Je peux très bien décider de piocher avec elle 4 cartes dans l'école de technomancie qui est là-bas. Ou je peux faire par exemple 2 cartes en technomancie, et je sais pas moi, 2 cartes en alchimie par exemple. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc je vais prendre 2 cartes technomancie et 2 cartes alchimie. Donc j'ai pioché 4 cartes des écoles de magie. Donc 4 cartes sortent des écoles de magie. Et ce que je dois faire maintenant, c'est en choisir 2 parmi les 4. Donc je vais un peu lire les pouvoirs. Chaque carte de magie est décomposée en 2 parties, une partie un peu plus sombre et une partie un peu plus claire. Vous voyez, donc il faut lire les 2 parties parce qu'il y a très bien une partie qui peut ne pas vous intéresser, mais l'autre partie peut vous intéresser. Donc vous faites votre lecture, vous regardez et vous allez choisir 2 cartes parmi 4. Donc par exemple, imaginons que je choisisse cette carte et cette carte, et les autres cartes, qu'est-ce que j'en fais? Elles retournent dans la bibliothèque, mais elles vont aller à la défausse. Donc, ce que je vous conseille de faire, donc, vous voyez, il faut vraiment de la place, c'est de positionner les cartes défaussées au-dessus des écoles correspondantes. Donc, ici, c'est pour la défausse de la technomancie, et ici pour la défausse de l'alchimie. Donc, j'ai 2 cartes sélectionnées, elles vont rejoindre ma main de 2 cartes tirées de mon deck, ce qui fait que j'ai 4 cartes maintenant pour jouer mon tour. Donc, quand chaque joueur a fait ceci, eh bien, on a déjà fini la phase d'étude. On va maintenant passer à la phase numéro 3, c'est la phase de préparation. C'est une phase durant laquelle on va choisir des sorts qu'on va préparer et en les plaçant sur notre plateau personnel. Alors là maintenant, c'est super important de comprendre comment fonctionne le plateau personnel et le système de cartes. Je vais pouvoir placer jusqu'à 4 sorts ici. Donc je ne suis pas obligé de tout placer. Hein, je peux très bien placer que 2 sorts. Je peux placer entre 2 et 4 sorts. Donc c'est obligatoirement au moins 2, au maximum 4. Et j'ai des emplacements ici. Alors là, j'ai un emplacement de sort rapide. Ça va être un sort que je vais pouvoir utiliser de façon très souple quand je veux. Et ensuite, j'ai le positionnement pour le sort 1, le sort 2, le sort 3. Et là, je ne peux pas faire ce que je veux. Enfin, je peux pas faire ce que je veux. Il faut que je sache bien que c'est ce sort qui sera lancé avant ce sort. Et ce sort sera lancé avant ce sort. Donc ça, il faut faire gaffe à ça. Si jamais, par exemple, je pense que je vais avoir besoin de lancer ce sort rapidement ici, ben, le sort, il faut que je le mette ici, quoi. Ok, dans le placement numéro 1. Donc ça, c'est le sort rapide. Après, le sort numéro 1, celui que je vais pouvoir sortir le plus rapidement après le sort rapide, enfin ou avant. Là, ça, c'est quand je veux. Là, c'est le plus rapide, puis moins rapide, puis encore moins rapide.
Donc pour ce faire, je vais choisir comment je vais positionner. Donc je pourrais très bien choisir sans regarder ce sort en sort rapide. Et puis je fais hop, hop, hop. Voilà, donc quand je suis comme ça, ce sort, j'ai beaucoup de souplesse, je pourrais le lancer quand je veux. Mais là, ça sera d'abord celui-là, puis celui-là, sachant que dans un tour, je ne peux jouer que un sort du bas. Je peux lancer le sort du haut quand je veux, plus un sort du bas. Donc je peux faire celui-là et celui-là dans un tour, mais je ne peux pas faire celui-là et celui-là. Ok? Alors, comment ça marche les sorts? Les sorts, je vous disais tout à l'heure qu'ils ont un côté foncé et un côté clair. Eh bien, quand je veux choisir un sort, c'est important de comprendre que si par exemple c'est ça qui m'intéresse, il faut que la carte, on les met toujours en face cachée. Il faut que je la mette, par exemple si je veux jouer ce sort en sort numéro 1, il faut que je mette la carte à plat comme ça. De façon à ce que quand je la retourne, comme ça, là, je le fais doucement, ce soit la partie du haut que j'actionne. Vous ne pouvez pas dire je dévoile, ah ben en fait non, je voulais actionner le bas. Ça c'est interdit. Donc quand je retourne, retourne toujours les cartes de la même façon, comme ça, du bas vers le haut. Et quand on fait ce geste, ça veut dire qu'obligatoirement, le sort qu'on va déclencher, ça va être celui qui est en haut, pas celui qui est en bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit après à l'envers. Si je veux utiliser ce sort, quand je fais ma préparation, il faut que je retourne ma carte. C'est ce sort qui m'intéresse. Donc je mets comme ceci, et quand je dévoile, clac, vous voyez, c'est la partie claire qui est écrite, qui a les écritures à l'endroit, donc c'est celle-là qui compte. L'autre ne compte pas, il faut faire gaffe de ne pas se planter dans sa préparation, on ne peut pas y revenir après, c'est fini. Alors, quand je veux lancer un sort, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est les icônes qui sont écrites en haut. Bon, alors ça dépend, hein, ça va être important pour certaines écoles de magie, ça va être important pour certaines quêtes, et ça, c'est peut-être le plus important, ça va me dire ce que je peux toucher, qui je vise. Donc quand vous avez une icône avec une petite étoile déjà, c'est qu'il n'y a pas de limite de portée, donc je peux toucher n'importe qui dans la loge, on s'en fout. Donc voilà, quand vous avez une espèce de tête avec comme un taureau ici, ça veut dire qu'on ne peut viser uniquement que les évocations, c'est-à-dire les petits familiers que je vais faire un spawn qui vont combattre pour moi. Donc là, ça voudrait dire que je peux viser obligatoirement une évocation, mais n'importe où sur le plateau de jeu. Alors que par exemple, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà, ici, ça veut dire que je peux viser une figurine, ok, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une figurine soit d'évocation, soit d'un mage, et c'est à 2 de distance. Ok, donc à 2 de distance, c'est-à-dire au maximum à 2 cases de là où je suis. Et quand on dit 2 cases, c'est 2 cases avec la ligne de vue. La ligne de vue, c'est très simple dans ce jeu, la ligne de vue. En fait, tout simplement, il faut que si par exemple ce mage, là, on parle de ce mage qui est ici, là, eh bien, dans la ligne de vue, c'est ici, là. Hop, on part du centre de l'hexagone et on regarde ici sur les arêtes. Il voit tout ça, là. Ça, il voit. Là-bas, il voit. Mais par exemple, ici, il voit pas parce que ça fait hop, il faudrait qu'il tourne. Donc là, il voit pas. Donc à 2, c'est au maximum ici pour lui. Ici, c'est le mage bleu. Et c'est au maximum là aussi. Donc on peut très bien viser une case, une salle qui est à K1 de distance, ou voire même sa propre salle. Ok. Euh, on a également d'autres systèmes iconographiques. On a parfois, je prends une autre école de magie ici. Donc ça ici, ça veut dire que ça vise une salle qui a 2 de distance. Et là, on vise tout ce qu'il y a dans la salle. Donc si je peux faire des blessures, je ne vais pas blesser une personne, je vais blesser tout ce qu'il y a dans la salle. Donc ça peut être 3 personnes, hein, 3 unités, 3 quelque chose. Et puis, quand on a ce petit symbole, c'est le même symbole qu'on a sur nos socles mages. Ça veut dire que ça, c'est nous-mêmes. Là, on se vise nous-mêmes, donc peut-être pour se soigner ou pour ignorer des effets. Et puis, quand on a voilà, ce petit symbole, ça veut dire qu'on vise un mage. Un mage à 1 de distance. Donc, soit dans ma salle, soit à 1 de distance. Et ça veut dire tout simplement que ça, il faut lire, c'est un élément spécial, quelque chose de spécial qui est un petit peu particulier. Donc, là, par exemple, il s'agit de défausser une carte événement. Donc il n'y a pas forcément une unité qui est visée ou quoi, ou une salle. Donc si vous m'avez bien suivi,
À la fin de la phase préparation, on doit avoir un plateau qui ressemble à ça, c'est-à-dire entre 2 et 4 cartes sorts préparées, c'est-à-dire posées face cachée sur son plateau de mage. Donc moi là ici j'ai mis au taquet, j'en ai mis 4 avec un sort rapide que je peux lancer quand je veux et 3 sorts pas rapides que je ne peux pas lancer tout à fait quand je veux. D'abord celui-là, puis après celui-là. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est prêt pour faire la phase action, c'est-à-dire la principale phase de jeu, là où les mages vont se défourailler allègrement et vont un petit peu mettre en place, dévoiler leur sort et appliquer les effets de leur sort, mais aussi de leur action physique. Alors, comment ça se passe, la phase d'action? Eh bien, un joueur, il a le choix, dans Black Rose War Renaissance, il a le choix entre 5 actions. Okay, il a 5 actions disponibles, mais à son tour de jeu, quand c'est à lui de jouer, il ne peut qu'en jouer une ou deux. Donc, il doit choisir une ou deux actions parmi un total de 5 actions disponibles. Quelles sont ces actions? Eh bien, il a 3 actions physiques, il a lancé un sort, et il a prendre de l'élan. Alors je vais les prendre une par une et je vais vous expliquer ça. On va commencer par les actions physiques. Les actions physiques, il y en a 3. Il y a se déplacer, il y a attaquer et il y a activer une évocation. Ok. La deuxième action physique que peut faire un mage, c'est l'action d'attaquer. Donc là, pour les besoins de la règle, on va un petit peu tricher. On va imaginer que l'avatar, il est ici. Donc, pour attaquer, faire une attaque physique, hein, quand je dis attaquer, c'est une attaque physique. Pour faire une attaque physique, il faut que le mage que je veux attaquer ou la figurine que je veux attaquer, elle soit dans la même salle que moi. Donc là, c'est possible. Et quand j'attaque, je peux activer une salle avant d'attaquer ou après l'attaque. Donc avant ou après l'attaque. Donc activer, attaquer, attaquer, activer, c'est bon. Comme le déplacement, sauf que je ne me déplace pas, j'attaque. Et alors pour attaquer, qu'est-ce que je fais? Bon, évidemment, je grille une action physique, je l'utilise, et je vais regarder cette fois-ci, non pas le déplacement, mais là où il y a le petit coup de poing avec l'éclair, c'est la force de la puissance physique du mage. Là, c'est 2. 2, ça signifie que le mage, il va infliger 2 blessures à l'avatar, puisque je vous rappelle qu'Ariana, elle vise l'avatar qui est là. 2 blessures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre 2 cubes blessures et je vais les positionner sur le plateau avatar dans les encavures qui servent à montrer, à indiquer les blessures. Comme ceci. Donc là, je vois que déjà, j'ai infligé 2 dégâts à l'avatar. On va retrouver ce système d'encavure pour indiquer les blessures sur nos plateaux mages. C'est ici, vous voyez. Et alors, on voit que notre mage, ici, il y a un cœur avec un 10, ça veut dire que c'est le nombre maximum de blessures qu'il peut encaisser. Et ce qui est bien fait, c'est qu'ici, on a une petite flèche pour nous indiquer ce maximum. C'est ici. Donc, au fur et à mesure que je vais prendre les blessures, ça va se remplir. Et quand on arrive à l'endroit où il y a la flèche, quand on met le dernier cube ici, eh bien, ça veut dire qu'on s'est fait tuer, on est mort. On va, quand on est mort, retourner dans sa cellule de départ. La troisième action qu'on peut faire, c'est activer une évocation. Alors, pour activer une évocation, encore faut-il en avoir une. Donc là, techniquement, je n'ai pas d'évocation. Si je n'avais, on le verrait grâce aux cartes que j'ai ici. Donc, pour ce faire, on va imaginer une petite histoire. Donc, on va imaginer que je suis dans une salle grise. Une salle grise, par exemple, celle-ci, qui est l'autel sacrificiel. D'accord? On va imaginer que je me suis déplacé, donc j'avais utilisé une action physique sur mon plateau, donc je l'utilise et donc j'active cette salle. Cette salle me dit invoquer un zombelin. Donc un zombelin, c'est une petite créature, c'est un petit familier qui va venir m'aider. Donc ce zombelin, comment je vais faire pour montrer que j'ai un zombelin? Eh bien, je vais prendre une carte zombelin sur le plateau, hop là, sur le plateau ici de pouvoir. Donc là, on a toutes les cartes d'évocation. Donc la première, ça tombe bien, c'est un zombelin. Donc je le vois parce que c'est écrit ici zombelin. On me dit sur cette carte que le zombelin appartient à la catégorie des monstres, des familiers qui sont des morts-vivants. Donc tout ce qui concerne les morts-vivants, ça va concerner mes zombelins. Donc je prends la carte, hop, je la mets ici en format, hop, voilà, paysage. Je regarde un petit peu ce qu'on me dit, donc je peux lire, vous voyez. Ce que j'apprends, donc là il y a la petite particularité, sinon on me dit de combien il se déplace.
sa puissance physique quand il attaque, combien de blessures il fait, et le nombre de points de vie qu'il a, donc le nombre de blessures qu'il peut prendre avant de mourir. La carte que j'ai là en activant le zombelin, je vais la mettre en dessous ici. Alors, quand je la mets en dessous ici, il y a un truc qui est quand même important. Vous pouvez voir que on a ici le dessin, l'espèce de petit taureau qui symbolise les évocations. À côté, j'ai une espèce de petite gemme. Puis là, j'ai la même chose mais avec 2 gemmes. Puis là, la même chose avec 3 gemmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes socles, j'ai 3 petits socles. J'ai 3 petits socles. J'ai mon zombelin, c'est ça, c'est la petite créature, la figurine. J'ai un petit socle avec une petite gemme imprimée dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Hop là, voilà. J'en ai un autre avec 2 gemmes et un autre avec 3 gemmes. Donc ça veut dire que je choisis l'emplacement. Donc moi je vais prendre le premier emplacement, il y a une gemme. Donc ça veut dire que je vais prendre le socle avec une seule gemme. Je vais éclipser le petit zombelin. Clac. Je mets ma carte dans l'emplacement de l'évocation avec une seule gemme qui est ici. Et mon zombelin, je vais le faire apparaître là où on me dit. Et dans la salle ici, que j'ai activé, on m'a dit invoquer un zombelin. Là, le symbole de salle dessiné avec 0, ça veut dire dans la salle. Hein, uniquement dans la salle où je me trouve. Donc j'invoque le zombelin dans la salle. Voilà. Donc là, j'ai invoqué un zombelin. Mais pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est parce qu'en fait, de base, je vais faire une action. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer l'action activer un familier. Donc la condition, c'est d'avoir un familier. Donc je viens de vous montrer comment, par exemple, une façon qui existe dans le jeu d'avoir un familier. Mais l'action physique de invoquer un familier, c'est pas ça. Pas invoquer, d'activer un familier, pardon. C'est pas ça. Activer un familier, c'est tout simplement, j'utilise le jeton, donc je le retourne, et je l'active. L'activer, ça veut dire, je peux le déplacer et je peux attaquer avec. Donc il se déplace de 2 et il attaque de 2. Donc on va imaginer, hop, si l'avatar était ici par exemple, il se déplacerait de 2, donc j'active 1, 2, et il attaque, donc il inflige 2 blessures à l'avatar. Je prends 2 cubes de ma couleur et je vais les positionner sur le plateau avatar à la suite des dégâts que j'avais déjà infligés. Et voilà, ça c'est la troisième action physique, troisième et dernière action physique. Alors, la quatrième action, c'est lancer un sort, et c'est l'action la plus complexe qui demande sans doute plus d'explications. Donc, lancer un sort, ça veut dire le plus souvent retourner une carte et appliquer son effet. Donc, par exemple, ici, je retourne cette carte. J'ai intérêt à avoir bien choisi. Hein. Je regarde ici et je fais le pouvoir qu'on me dit. Donc par exemple, ici, ça me dit, donc ça c'est l'école de magie de l'alchimie, il y a écrit renforcement, donc ça c'est un petit peu particulier. En fait, chaque école de magie a des spécificités, et chaque spécificité nous sont expliquées non pas dans le livre de règles, mais sur la carte de référence de l'école de magie qui est au-dessous là. Ok, on la retourne et on lit. Donc par exemple, la notion de renforcement, qui est indiqué ici, ça m'est indiqué sur la carte de référence de l'école d'alchimie. Donc renforcement, en fait, c'est assez facile, je vous l'explique vite fait pour ça, mais je ne vais pas expliquer le fonctionnement de chaque école de magie. Hein. Ça me dit que si jamais j'ai déjà j'ai un symbole, un petit badge comme ça, qui est face visible sur mon plateau de jeu, sur mes cartes, eh bien je peux profiter de cet effet. En plus, et puis sinon, je fais cet effet. Je fais que cet effet. Donc là, comme c'est ma première carte, eh bien évidemment, j'ai aucun symbole, enfin si j'ai un symbole de vent, pardon, mais le symbole de vent, c'est pas le symbole ici de terre. Donc ça va pas s'appliquer, mais ça va s'appliquer. Donc ça me dit, infliger 2 cœurs brisés, c'est des blessures. Donc j'inflige 2 blessures. Ouais, mais où ça, à qui? Eh bien c'est ça qui va me le dire. Quand vous avez un petit hexagone, ça veut dire dans une salle. Donc ça vise pas une personne, ça vise une salle. Ce qui veut dire donc que ça vise en fait tout le monde dans la salle. Donc là je vise dans la salle. Le 1, ça ne veut pas dire que je vise une seule personne ou 2 personnes ou quoi. Le 1, c'est que je vise à une salle, mais à 1 de distance de moi. Donc, soit ma salle, soit une salle adjacente. Voilà ce que ça veut dire en clair. Donc, je vais regarder. Là, ici, bon, j'ai pas fait de calcul. Là, j'ai mis les cartes un peu complètement au pif. Donc, évidemment, ça serait mal joué. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans ma salle, il n'y a personne. Et dans les salles adjacentes, il n'y a personne. Donc, je touche personne. Mais s'il y avait eu, par exemple,
un adversaire, donc par exemple l'automa, eh bien je lui ai infligé 2 dégâts de plus. Et vous avez compris la mécanique, 2 dégâts, c'est-à-dire je prends 2 cubes de ma couleur et puis poum, je les mets sur le plateau de mage qui est touché dans la zone de blessure. Et ça compte pour une action. Important à savoir, une petite règle qui est super importante à savoir, on ne peut jamais être blessé par ses propres sorts. Pareil pour ses propres évocations ne peuvent pas être blessées par ses sorts. Donc, c'est pas parce que dans une salle, il y a des évocations à vous, ou que vous êtes vous-même dans la salle, que vous allez être blessé par votre attaque qui vise la salle. Non, vous ne serez jamais touché. Ok, ça c'est important à savoir, soyez tranquille avec ça. Alors voilà comment fonctionne la plupart des sorts, mais pas tous. Il existe 2 sorts particuliers qu'on appelle les pièges et les protections. Donc je vais vous montrer ça. Alors, comment on les reconnaît ces sorts? Eh bien les protections, il y a un bouclier, et les pièges, il y a un piège qui est dessiné. Et cela, il marche un petit peu différemment. Donc déjà, on va imaginer que là j'ai donc une protection et là un piège. Hop, je les mets comme ça. Et donc, quand on est comme ça, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai une protection que j'ai préparée, mais elle n'est pas lancée, si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais la lancer, pour qu'elle devienne active, je vais devoir mettre par-dessus, l'indiquer aux autres joueurs. Donc, je vais poser un bouclier. Et ça me compte une action. Donc, pour une action, je vais pouvoir dire... Donc on imagine qu'on est à notre tour ultérieur, que je puisse utiliser ce pouvoir. Eh bien je vais dire, ben voilà, j'active, j'ai une protection, je l'active. Ça me coûte une action. Vous voyez? Et pareil pour le piège, hein, on imagine on est un petit peu plus tard dans la partie. Voilà, je dis j'ai un piège, je l'active. Ça me coûte une action. Ok? Attention, hein, je ne peux pas les activer dans le même tour. Hein, évidemment, hein, on imagine que voilà, j'ai fini mes 2 actions tout à l'heure, là, que j'expliquais. C'est au joueur bleu de jouer, au Baron Doria. C'est à moi de jouer. Imaginons qu'il ait fait qu'une action, peu importe. C'est à moi de jouer. Donc, j'ai joué déjà ce sort. Donc, je peux jouer celui-là maintenant et celui-là. Je décide de jouer celui-là. Mais cette fois-ci, vous voyez, comme c'est une protection, je ne vais pas retourner la carte. Je vais dire, j'active cette protection. Ok? Pareil pour même mécanique pour les pièges. J'active ce piège. C'est juste le token qui change. Okay, et ça me coûte une action. Pourquoi? Parce que en fait, la protection et le piège, ils vont se déclencher que quand la condition de déclenchement va être remplie. Donc par exemple, ici, une fois que c'est activé, donc une fois qu'il y a le petit token, moi je le sais, mais les autres joueurs ne le savent pas. Moi je connais la condition de déclenchement. On me dit, c'est écrit ici. On me dit, vous subissez des blessures. Donc dès que je vais subir des blessures, parce qu'il y a un mage qui va m'attaquer, je vais dire, hop, stop, qu'est-ce qui se passe? Et on me dit, ignorez jusqu'à 2 blessures. Activez une de vos évocations. À la fin de cette activation, la rose noire inflige un dégât à cette évocation. Ok, donc je suis là, admettons, hein, je suis là. Voilà, j'ai activé, lors d'un tour précédent, j'ai activé ma protection. Et puis, admettons que le joueur bleu, donc le Baron Doria, il déclenche un pouvoir et qu'il me fasse 2 blessures. Mais mettons 3 blessures. Il me fait 3 blessures. Si j'ai pas de protection, eh ben, il m'inflige les blessures comme ça, directement sur mon plateau de jeu. Mais comme j'ai une protection, je vais dire, hop, avant de faire, je vais dire, hop, non, attention, stop. On regarde et je vais lire. Donc, ignorer jusqu'à 2 blessures. Donc, je vais quand même m'en prendre une. Je vais m'en prendre une seule au lieu des 3 qui étaient prévus. Et je vais activer une de mes évocations. Donc, activer une des évocations, c'est-à-dire que mon petit zombelin qui est ici, je peux le déplacer pour attaquer. Donc, par exemple, je vais faire 1. Hop, je vais arriver ici, je vais infliger 2 blessures à l'avatar. Et ensuite, mon zombelin, il va se prendre une blessure de la part de la rose noire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vais, sur ma carte zombelin qui est ici, je vais mettre un dégât rose noire, c'est-à-dire un cube noir. Je prends le cube noir, un cube noir qui est placé sur le plateau, ici, événement qui est là-bas. Je le prends et je vais le mettre ici. Ça veut dire que mon zombelin, comme il a 2 points de vie, il ne reste plus qu'un point de vie. Si jamais il prend un deuxième point de vie, ben, la carte, je la perds, on l'enlève et je perds la figurine. Là, je vais aborder le problème du timing qu'il peut y avoir dans ce jeu. Donc, si je reprends le même exemple que tout à l'heure, donc j'ai
Là, le rouge, il a une protection. Admettons que le baron Doria attaque. Je vais prendre un exemple. Ici, on est plus tard dans la partie. Il s'était pris des cartes agonie. Et là, il y a marqué infliger un dégât. Et après, je ne sais pas si vous voyez, un point. Ça veut dire qu'il m'inflige un dégât. Point. Au point, il fait l'effet jusqu'au point. Et moi, je dis que j'ai un... On ne lit plus après le point. Je dis non. Je dis non. Je dis j'ai une protection. On dévoile la protection et je vais appliquer l'effet que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis ensuite, on va continuer à appliquer l'effet, le reste de l'effet qu'il y a après le point et il termine. Donc c'est comme ça que les effets de timing marchent en fait. On fait l'effet jusqu'au point. S'il y a une interruption, on résout l'interruption suivante. Et après on continue. Chaque fois qu'il y a un point en fait, on va changer de joueur pour résoudre l'effet. Les pièges ils fonctionnent de la même façon. Donc il faut juste avoir en tête la condition de déclenchement. Là on me dit un autre mage entre dans une salle. Donc quand il y a un autre mage qui entre dans une salle, on va appliquer l'effet. Et puis il faut vraiment évidemment que ça corresponde à la portée. Donc là c'est un mage qui est à 2 de distance avec la ligne de vue comme j'expliquais tout à l'heure. Mais évidemment ça ne marche que si j'ai au préalable activé le sort en mettant un token dessus. Sinon ça ne marche pas. Et pareil, important aussi, quand la condition se réalise, que ce soit pour un piège ou que ce soit pour une protection, si jamais ça se réalise mais que j'ai pas envie d'activer, de faire l'action, de faire le sort, ben je le fais pas. Je peux attendre un autre moment que je trouverai plus judicieux. Certaines cartes sorts possèdent en leur centre cette petite icône, c'est un cube d'instabilité. Ça signifie que lorsque le mage révèle la carte sort pour la jouer, avant de faire quoi que ce soit, immédiatement, il va placer dans la salle où il se trouve un cube instabilité. Donc là, par exemple, si c'était le baron Doria qui faisait ce sort-là, ici, il dévoile et immédiatement dans sa salle, c'est-à-dire là, il va positionner un cube d'instabilité. Alors, il y a deux types de cartes que je n'ai pas évoquées qui sont positionnées ici sur le plateau de pouvoir. Ce sont les cartes malédiction et les cartes amélioration. Alors, ces cartes, on ne s'en sert pas forcément dans une partie. Les cartes malédiction, par exemple, on va s'en servir uniquement si un joueur, enfin du moins dans la boîte de base, a pris l'école de magie sortilège et utilise l'école de magie sortilège, puisqu'il va poser ces cartes-là, malédiction, sur les adversaires, qui vont venir embêter les adversaires. Donc là, par exemple, en fait, si j'utilise l'école de magie sortilège et que je mets ça sur un adversaire, ça veut dire que je réduis son mouvement à 1, et en fait, l'adversaire, il va devoir accomplir certaines choses. Là, ici, chaque fois qu'il va réaliser ces choses, il va mettre un petit cube. Et quand ça sera plein, il va pouvoir se débarrasser de la malédiction. Donc là, par exemple, chaque fois que vous utilisez une action explorer ou prendre de l'élan, placez un cube sur cette action. Et quand les trois emplacements seront pris, il pourra se débarrasser de la malédiction. Et puis vous avez donc les cartes d'amélioration. Donc ça, on peut s'en servir également quand on utilise certaines écoles de magie comme la technomancie. Ça permet d'améliorer ses évocations. On va venir comme ça placer à côté de ces cartes évocation ces petits éléments et ainsi les évocations vont obtenir des avantages. Donc là, par exemple, cette figurine obtient plus 1 en puissance d'attaque, plus 1 en point de vie et moins 1 par contre en mouvement. Vous avez par exemple des choses qui sont assez puissantes, comme par exemple ici, on me dit que si je place ça sur une évocation, donc par exemple sur mon zombelin comme ceci, eh bien la cible maintenant le zombelin va pouvoir maintenant cibler non pas une figurine mais carrément la salle où il se trouve. Donc c'est toutes les figurines dans la salle qui vont être touchées par le zombelin. Et en plus, on voit que ça combotte avec un zombelin, puisque dès qu'on met une amélioration sur un zombelin, il gagne plus 1 point de vie. Ça veut dire qu'avec ça, non seulement mon zombelin ciblerait maintenant toute une salle, mais en plus il aurait 3 points de vie. Et enfin, la cinquième et dernière action, c'est l'action prendre de l'élan. Donc c'est l'action la plus pourrie du jeu, quoi, enfin la moins bien à faire. C'est tout simplement une action de déplacement que je vais faire quand je suis contraint, quand je veux absolument me déplacer mais que je peux plus parce que j'ai plus d'action physique disponible. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter une carte sort, donc que je vais pas révéler, hein. Donc je la révèle mais je fais pas le sort. Je la mets
je la mets à la défausse direct, et puis je vais faire un déplacement. Donc je vais me déplacer du nombre de cases que je peux là, qui est autorisé, hein, donné par mon mage. Donc je peux me déplacer de 2, donc je vais faire 1, 2, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'histoire d'activer une salle ou quoi. J'active rien du tout quand je fais prendre de l'élan. Alors souvent je suis obligé de faire ça. Par exemple, si je prends le mage ici, le Baron Doria ici, ben, imaginons hein, qu'il ait utilisé ces deux actions physiques, ça veut dire qu'il ne peut plus faire une action de déplacement et il est dans sa cellule. Et là, on ne peut pas rester dans sa cellule, hein, donc on est obligé de se déplacer. Et là, il peut se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il a des sorts qui ne sont pas utilisés. Donc là, il serait obligé de jeter celui qui veut, peu importe lequel. Il serait obligé d'utiliser, de jeter un sort dans sa défausse. Hop. Donc par exemple, on va imaginer qu'il va jeter ce sort. Il jette. Hop. Et puis il va faire son déplacement. Il va bouger. Il va faire par exemple 1, 2. Et là, il est sorti. Voilà. Il est sorti. Il peut faire une autre action ou pas. Mais il est obligé de faire ça. Voilà, on ne peut pas rester dans sa cellule quand on a la possibilité d'en sortir. Évidemment, hein, s'il est dans sa cellule, mais qu'il a utilisé, qu'il a dévoilé tous ses sorts, qu'il a plus d'action physique, ben là, il va y rester, il passe son tour, en fait. Donc voilà pour la dernière action, qui était de prendre de l'élan. Et puis, donc du coup, là, quand chaque joueur donc n'a plus de quoi faire ses actions, donc on va jouer, donc je répète, c'est 1 ou 2 actions à chaque fois, donc on va alterner, et puis ensuite, donc on va passer à la phase des évocations. Alors, la phase des évocations, qu'est-ce que c'est? Ben, ça consiste à activer toutes les évocations de tous les mages. Alors, on commence d'abord par activer les évocations de la rose noire, et ensuite, on va activer les évocations dans l'ordre du tour. Alors, là, il y a 2 possibilités. Soit le premier joueur active toutes ses évocations, puis le deuxième joueur toutes ses évocations, puis éventuellement le troisième joueur toutes ses évocations, puis le quatrième toutes ses évocations. Mais en fait, vous avez compris que ça peut créer de méchants déséquilibres. Donc, il y a une variante officielle qui existe, qui est notée dans la règle. On propose, et moi je pense que c'est plutôt mieux, de faire la chose suivante, c'est-à-dire que chaque joueur dans l'ordre du tour active une de ses évocations. Donc le premier joueur il active une évocation, puis le deuxième joueur une évocation, puis par exemple le troisième joueur une évocation, puis on revient au premier joueur. S'il a une deuxième évocation, il va activer sa deuxième évocation, et ainsi de suite, de façon à ce que le premier joueur ne soit pas trop avantagé. Donc activer les évocations, comment ça se passe? Exactement comme je l'ai montré tout à l'heure. Si je prends le cas de mon petit Zombelin, là ici, je pourrais le déplacer de 2 parce que c'est écrit sur sa carte. Hop, je vous le remontre. Donc 2 mouvements, et ici, il peut faire 2 blessures. Donc, il pourrait très bien infliger 2 blessures de plus à l'avatar, ou alors si on imagine que le prince Doria est là, et on pourrait faire 1, 2, et là le prince Doria il prendrait 2 blessures qu'on viendrait mettre sur son plateau ici dans l'emplacement. Attention, ça c'est noir, hop, dans l'emplacement des blessures. Et donc chaque fois, vous avez vu, les blessures qu'on inflige sont de la couleur du joueur qui inflige les blessures. Donc pour Ariana, quand elle inflige des blessures, elle va utiliser ses cubes rouges. Quand c'est le prince Doria, il va utiliser des cubes bleus. Quand c'est la rose noire, elle va utiliser ses cubes noirs. Une fois qu'on a terminé la phase des évocations, on va faire la dernière phase de la manche, c'est la phase d'entretien. Alors pour la phase d'entretien, on va commencer par réactiver ces jetons d'action physique, et ensuite on va enlever toutes les cartes qu'on a jouées sur son plateau de mage. Alors enlever toutes les cartes, ça veut dire qu'on va toutes les prendre et qu'elles vont aller à la défausse. Ok, que ce soit les cartes jouées ou que ce soit les cartes non jouées pour X raisons. Alors il y a quand même une exception, c'est que, hop, démonstration, là on va admettre que, là, vous voyez, j'avais une carte piège. Admettons que je ne l'ai pas jouée et que je l'ai, pardon, activée. Voilà, ici. Et bien, toutes les cartes vont à la défausse. Celles qui ont été jouées ou pas, elles vont à la défausse. Et les cartes pièges ou protection qui ont été activées mais qui n'ont pas été jouées, celles-ci, je peux les reprendre dans ma main. Le jeton part en réserve et je peux les reprendre dans ma main. Mais les autres, elles vont dans mes souvenirs, c'est-à-dire en défausse. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va vérifier s'il y a des effets qui se déclenchent pendant la phase d'entretien. Ça
pourrait éventuellement arriver, mais c'est quelque chose de relativement rare. Sinon, ce qui est important, c'est de vérifier s'il n'y a pas des salles qui ont été reconstruites. Qu'est-ce que ça veut dire ça, une salle reconstruite? Ça veut dire une case, par exemple, une salle, comme par exemple les jardins ici, une salle qui contiendrait tous ces espaces occupés là par des cubes. Ok, donc je vais faire une démonstration. Hop. On va imaginer ici, ici, voilà. Donc on vérifie s'il y a des salles qui sont dont les espaces sont complètement occupés, et bien là la salle elle va être reconstruite. Donc on va regarder qui est majoritaire. Ici c'est le bleu qui a mis le plus de cubes. Eh bien il va se gagner 2 points. Le deuxième il va se gagner 1 point. Et le troisième il va se gagner ici 0 point. Ça dépend des salles. Hein, ok. Donc là ça ferait 2 points pour le bleu. Le deuxième gagnerait 1 point, mais comme il y a égalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en cas d'égalité, on gagne 1 point de moins que ce qu'on devrait gagner. Donc 1 moins 1, ça ferait 0, ça veut dire que le bleu aurait 2 points, et le rouge et le noir auraient aucun point. Si jamais il y a un joueur qui a que des cubes de sa couleur à lui, donc qui fait un full, voilà, imaginons que des rouges, eh bien il gagnerait 1 point de plus que ce qu'il devrait gagner, c'est-à-dire 3 points. Et ces points, comment on fait pour les indiquer? Eh bien on va utiliser le plateau de pouvoir qui est là-bas. Donc on avait dit que le bleu avait 2 points, donc il va faire 1, 2, et les autres n'avaient pas de points. Et on voit donc que le bleu, il prend un petit peu d'avance et il se rapproche de ce cube-là, donc peut-être progresser pour provoquer un changement de phase lunaire. Une fois qu'on a fait ça, la salle, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on la retourne. On va y mettre ce petit token qui correspond là au jardin. Et ça va être, vous voyez, le pouvoir d'activation de la salle. Mais cette fois-ci, pourquoi est-ce que c'est pas imprimé dessus? Parce que ce pouvoir d'activation, on va pouvoir le réaliser, mais qu'une seule fois par manche, puisque quand un mage ira dessus parce qu'il a fait une action de déplacement ou attaquer et qu'il va activer la salle, il va réaliser l'effet. Ensuite, on va retourner le petit token, et ce qui fait que le jardin ne sera plus, on ne pourra plus l'utiliser. Et justement, pendant la phase d'entretien, les salles qui ont été reconstruites et utilisées ont activé, on dit, on va retourner le token pour qu'elle redevienne disponible, activable à la prochaine manche. Une fois qu'on a vérifié si des salles étaient reconstruites et qu'on a attribué les points, on va vérifier s'il n'y a pas un joueur qui a atteint ou dépassé les 30 points. Si jamais c'est le cas, ça annonce la fin de la partie et on va procéder au scoring final. Alors avant de parler du scoring final, je vais revenir sur une chose que je n'ai pas expliquée, c'est qu'est-ce qui se passe quand un mage est tué? Eh bien, quand un mage est tué, c'est parce que déjà, il a accumulé autant de blessures que son maximum de vie. Donc je vais vous faire une démonstration avec Ariana. Donc imaginons que pendant la phase d'action, elle ait accumulé un certain nombre de blessures. On va faire comme ça. Et la dernière blessure est infligée par le baron Doria, puisqu'il y a un cube bleu qu'on place ici en face de la flèche, donc c'est son maximum. Donc, quand il se passe ça, on va regarder qui a la majorité de blessures infligées. Ici, je vois que c'est la rose noire, puisqu'elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 cubes blessures, alors que le baron Doria en a 4. Donc, la rose noire va marquer le premier, celui qui a le plus d'infligées de blessures, il marque toujours 4 points. Le deuxième marque 2 points. Et puis, si on joue à plus de 2 joueurs, tous ceux qui ont infligé au moins une blessure, ils vont marquer 1 point. Donc ici, ça ferait 4 points pour la rose noire et 2 points pour le baron Doria. Donc on reporte ce scoring sur le plateau ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 2 points pour le baron Doria. 1, 2. Le baron Doria, comme c'est le mage qui inflige la dernière blessure, lui, il va gagner un trophée. Les trophées, ils sont
ici, et il va s'emparer d'un trophée de la couleur du mage qu'il a achevé. Donc c'est un trophée rouge d'Oriana, et il va le mettre sur son plateau de jeu, ici à l'emplacement des trophées, comme ceci. Donc, si on récapitule, quand un mage est détruit, quand on le tue, celui qui a le plus de cubes, il gagne 4 points, le deuxième 2 points, les autres 1 point, et celui qui a achevé, il se prend un trophée de la couleur du mage qu'il a détruit. Ensuite, le mage vaincu, il est retiré du plateau et il retourne dans sa cellule. Donc là, si c'est Ariana, elle irait dans sa cellule. Et dans sa cellule, un mage qui est dans sa cellule, il n'est touchable par rien du tout. On ne le compte pas en fait. On ne peut plus l'attaquer, on ne peut plus lui faire d'effet ou quoi que ce soit. Il est intouchable. Ces évocations, super important, ces évocations ne disparaissent pas. Ces évocations restent en jeu. Un mage qui meurt ne perd pas ses évocations. On va faire maintenant un petit point sur les quêtes. Alors les quêtes, si je reprends celle-là, donc vous vous rappelez, chaque fois qu'on met un cube, pour celle-ci, il y en a plein des quêtes différentes. Donc chaque fois que je mets un cube d'instabilité, je mets un petit cube ici, et quand j'arrive ici, elle est accomplie. Alors, quand elle est accomplie, je gagne ce pouvoir, mais attention, dans ce jeu, il y a une petite subtilité, ok? Parce que ici, j'ai les quêtes à accomplir, ici, je mets les quêtes accomplies, et puis, quand je décide d'utiliser le pouvoir, là, ça veut dire convertissez 2 cubes dans une salle qui est jusqu'à 2 de distance et placez un cube dans la salle où vous êtes. Convertir, ça veut dire que tu enlèves 2 cubes d'une autre couleur pour mettre 2 cubes de ta couleur à toi. Hein. Eh bien, quand tu fais le pouvoir d'une quête, tu gagnes aussi les points. Ça, c'est des points. Ok. Tu gagnes les points et ensuite, tu retournes la carte quête et tu la mets ici dans cette zone-là de quête accomplie. Mais on appelle ça dorénavant une quête résolue. Donc c'est un peu bizarre, je sais, mais une quête qu'on a réalisée quand elle est comme ça, on n'a pas encore fait son pouvoir, on dit que c'est une quête accomplie. Quand on a utilisé le pouvoir, qu'on a pris point de victoire, on la retourne et c'est fini. Elle est résolue. Et c'est super important ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a un maximum de cartes quêtes qu'on peut avoir dans sa zone de quête à accomplir, de quête active, et dans sa zone de quête accomplie. Donc là, on est limité à 2 quêtes actives et 2 quêtes accomplies. Mais par contre, on peut avoir une infinité de quêtes résolues. C'est ça la subtilité. Donc ça veut dire que si je vous fais une démonstration, Ariana, elle peut avoir au maximum 2 quêtes comme ça. Là, elle ne peut pas en mettre une troisième, ou alors elle est obligée de faire le pouvoir pour en mettre une troisième. Et les pouvoirs, quand on les réalise, ce n'est pas une action, on les fait quand on veut à son tour. Donc elle est obligée pour en résoudre. Comme ça, quand elle résout une quête, elle n'a qu'une seule quête d'accompli sur un max de 2. Ok. Et là, c'est limité à 2, mais je peux augmenter, en avoir plus que 2. C'est juste que pendant la phase de la rose noire, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, je devrais défausser le nombre de quêtes excédentaires pour tomber à 2. Ok, donc voilà comment ça fonctionne les quêtes. Et vraiment, c'est un peu subtil entre quête accomplie et quête résolue. Hein, j'insiste, voilà, là elle est accomplie. Je fais le pouvoir, je gagne le point de victoire, je la retourne, ça y est, c'est une quête résolue. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, quand un mage atteint ce stade, ici, on va passer en phase demi-lune. Donc ça veut dire que j'enlève les cartes de quête du croissant de lune. Je prends les quêtes demi-lune. Hop, je les mélange bien. Et je les mets dans l'espace disponible. Ok, dans l'espace dévolu. Je fais pareil pour les cartes ici avatar. Et je fais pareil pour les cartes là-bas événements. Hop, j'enlèverai celle-ci par exemple. Et je mettrai les cartes, hop, les cartes événements avec la demi-lune. Voilà pour le changement de lune. Ok, changement de phase lunaire. Bon, pareil, je ne fais pas pour l'avatar, mais vous avez compris, il faudrait le faire pour l'avatar également. Alors justement, parlons de l'avatar. Comment ça fonctionne l'avatar? Eh bien, l'avatar, lui, hop, quand c'est à lui de jouer, donc l'avatar, lui, il va s'intégrer dans le sens horaire. Donc par exemple, si le premier joueur, c'est Ariana, joueur rouge,
qui est ici sur la table, et bien ensuite, comme on tourne dans le sens horaire, ça va être autour de l'avatar, puis ensuite, ça va être autour du joueur bleu qui est ici. Donc l'avatar, lui, comment il fonctionne? C'est pas si compliqué que ça. En fait, on va, pendant une manche, il va toujours jouer 3 cartes. Parfois, il peut en jouer un peu plus parce qu'il y a des cartes qui lui permettent de rejouer une carte. Donc, quand il peut rejouer une carte, ça ne compte pas parmi les 3 cartes. Ok. Par exemple, bon, ici, c'est pas le cas, mais voilà. Donc, quand on va faire par exemple avec ici, donc quand ça lui de jouer, on retourne une carte, on regarde ce qui se passe. Si là il y a un cube d'instabilité, on va poser un cube d'instabilité là où l'avatar se trouve. Donc le cube d'instabilité, c'est toujours le cube de la rose noire, hein, puisqu'il est possédé par la rose noire. C'est toujours la rose noire qui contrôle les avatars. Donc hop, clac, il ferait ceci. Et ensuite, on nous dit de regarder, c'est selon le principe numéro 2, il va infliger 2 dégâts et convertir 1 dégât. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du 2, du principe numéro 2? Eh bien, il faut regarder sur sa carte d'avatar. Carte d'avatar ici. J'ai un système de priorité ici. Là, on m'a dit 2 tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, 2. Ça veut dire il va viser un mage. Oui, mais lequel? Le plus proche. Ok, le plus proche. Mais s'il y a une égalité, comment on fait? Celui qui a le plus de points de victoire. Ok, mais s'il y a égalité, comment on fait? Celui qui a le plus de trophées. D'accord? Et s'il y a encore égalité, eh bien, si jamais il y a égalité encore ou dans toute situation un peu ambiguë, c'est le détenteur du jeton couronne qui tranche, qui choisit. Ok, donc là, ici, par exemple, le plus proche, on voit que Ariana et le Baron Doria, ils sont dans la même salle, ils sont aussi loin l'un que l'autre. Donc, c'est pareil, celui qui a le plus de points, on regarde ici, là-bas, celui qui a le plus de points, ce serait le Baron Doria, puisque, hop, dans mes exemples, il est déjà à 6 points, alors que Oriana est à 0 points. Donc, ce serait lui qui subirait les foudres de l'avatar, c'est-à-dire, hop, qui se verrait infliger 2 dégâts et convertir 1 dégât. Donc concrètement, ça voudrait dire, hop, ici on imagine la situation. Donc infliger 2 dégâts, ça veut dire que la rose noire, donc l'avatar, lui inflige 2 dégâts. Et convertir 1 dégât, j'enlève un jeton, un cube rouge qu'Ariana lui avait infligé pour mettre un jeton noir. Voilà ce que ça ferait. Alors tout à l'heure, je disais que l'avatar peut rejouer, oui, quand on a ce symbole. Ici, ça veut dire qu'on fait l'effet et puis il rejoue. Ok, il rejoue, mais ça compte pas dans les 3 cartes de la manche qu'il doit jouer. Alors parfois, vous avez aussi certaines cartes. Hop. Voilà, ce petit symbole ici, vous voyez, on a un bouclier avec un cœur. Ça veut dire que là, attention, c'est comme si c'était un mage qui avait activé un sort de protection. Et là, ça veut dire que ça va se déclencher quand il va subir des blessures. Donc, hop, s'il subit une blessure, si on l'attaque, il faut bien faire attention à ça parce qu'on a tendance à l'oublier. On joue, puis on ne fait pas gaffe. Hein, parce que souvent, il n'en a pas, mais des fois, il en a. Donc, il faut faire gaffe. Je veux blesser, j'inflige des blessures à l'avatar, je regarde, il a ça. Ah, hop, on regarde avant d'infliger. On regarde ce qui se passe et on va appliquer ce qui correspond au bouclier, c'est-à-dire ici. Donc, ça veut dire cible le mage. Ouais, mais quel mage? Ben, qui a infligé des blessures. Ok. Donc, il cible le mage. Et il va obtenir un trophée de la cible, c'est-à-dire qu'il va s'emparer. Si par exemple c'était Ariana, il va prendre un trophée rouge parce que ce sont les trophées d'Ariana, ça va être pour lui. Donc quand on va changer de phase lunaire, on va changer ses cartes, on va mettre celle de la demi-lune, puis après celle de la pleine lune, ça va devenir des actions de plus en plus fortes. Donc vous voyez, l'avatar, il n'est pas très, très compliqué à gérer. Quand on arrive à le tuer, eh bien on le retire. Et il va aller dans sa cellule, qui est représentée par ce petit élément. Okay, et cet avatar-là, le mage possédé, donc ça c'est bon que pour lui, quand il doit être activé alors qu'il est dans sa cellule, eh bien en fait, l'activation, c'est juste de le mettre dans la salle de la rose noire, et il ne joue pas. Okay, il ne joue pas. Donc ça veut dire que les autres joueurs ils vont pouvoir faire un tour de plus, et c'est qu'après qu'on va tirer une carte pour lui, qui va revenir dans le flow du jeu. Ce sont les règles pour l'avatar de base, c'est-à-dire le mage possédé. Alors comment on compte le score final maintenant? Donc scoring final. Alors à la fin du jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'un des joueurs a atteint ou dépassé les 30 points, on va regarder 2 choses.
on va regarder qui a le plus de quêtes. Donc celui qui a le plus de quêtes résolues, vraiment résolues, il va marquer 4 points de victoire. Donc là par exemple, Ariana, elle aurait une seule quête résolue, parce que celle-là n'est pas résolue, elle est accomplie. Donc celui qui a le plus de quêtes résolues, c'est 4 points. Le deuxième, c'est 2 points. Et les autres mages qui ont au moins une quête résolue, hein, donc ils ont 1 point de participation. Donc voilà ce qu'on regarde. Ensuite, on va regarder le nombre de trophées. Le mage qui a le plus de trophées sur son plateau, comme là, ici, là, dans mes exemples, lui, il avait un trophée. Donc le mage qui a le plus de trophées gagne, pareil, 4 points. Le deuxième à avoir le plus de trophées, c'est 2 points. Et tous les mages qui ont au moins un trophée, ils vont se ramasser 1 point. Et ensuite, dernière chose, le joueur qui finit avec la couronne, il a 1 point de victoire. Si jamais il y a égalité, eh bien, ça va être celui qui a le plus de quêtes résolues qui va l'emporter. Et si jamais il y a encore égalité, c'est celui qui va avoir le plus de trophées qui va remporter la partie. Et nous voilà à la fin de l'explication des règles de Black Rose War Renaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à faire des remarques si jamais vous avez repéré une erreur. Abonnez-vous, ça pourra toujours aider la chaîne. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt.